Bon alors déjà, je vous préviens tout de suite, je vais dire GIF pendant toute la vidéo. Si votre truc c'est plutôt GIF, tant pis pour vous, faudra faire avec. Chers amis de Mediax Machina, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler d'une vieillerie, plus pour intérêt historique et technique que pratique. On va donc en effet parler du GIF. C'est l'un des tout premiers formats d'image, voire même le premier format d'image avec le JPEG, a été hébergé sur le World Wide Web. On va regarder un peu d'où ça vient, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a pu en faire. Steve Willity, qui est d'ailleurs mort il n'y a pas très longtemps, a inventé ce format d'image numérique raster en 1987 alors qu'il travaillait pour la société de services en ligne CompuServe, un genre d'internet très limité avant internet. Le besoin était simple, un format d'image léger, compressé et facile à coder-décoder. Faut se remettre dans le contexte de l'époque. Internet n'existait pas sous la forme que l'on connaît, le web n'existait pas, Microsoft et Apple démarraient, Google n'existait pas, bref c'était la préhistoire. Afficher des images en couleur sur un écran, ce n'était pas un truc ultra commun pour l'époque, hormis pour les jeux vidéo bien sûr. Et on ne pouvait pas se permettre d'utiliser des technologies qui étaient réservées pour des professionnels de l'image, c'était trop coûteux. De toute façon, la notion d'image numérique était encore embryonnaire à l'époque. Numériser les photos était novateur. C'est dire si le machin est vraiment vieux. On se retrouve donc avec un fichier que l'on appelle GIF87A et qui va contenir une image numérique selon pas mal de contraintes. Mais contrairement à ce qu'on peut penser au départ, le format GIF est un format d'image sans perte. Déjà, le format de codage des informations de couleur a uniquement 8 bits par pixel. J'ai bien dit par pixel et pas par couche. Car dans le GIF, il n'y a qu'une seule couche. On est donc limité au maximum à 256 couleurs possibles par pixel pour l'image tout entière. Contrairement à un codage plus traditionnel et moderne de 24 bits par pixel, qui supporte 16 777 216 couleurs possibles par pixel. Et c'est cela qui est intéressant dans le GIF, c'est que le choix des 256 couleurs, c'est l'utilisateur qui crée le fichier qui le fait. C'est le principe d'une palette de couleurs indexée. Imaginons un tableau qui contient au maximum 256 cases, mais si on n'a pas besoin d'autant, on peut réduire bien sûr. Pour chacune de ces cases, on va définir une référence de couleur RVB, 8 bits par couche, donc une valeur de 0 à 255 pour chaque couche rouge, vert et bleu, et on va le faire pour toutes les cases du tableau. Chaque case du tableau va avoir un index, on aime bien faire ça en ingénierie logicielle. Un index, c'est juste le numéro de la case dans le tableau. Et après, quand on va lister dans le fichier tous les pixels les uns derrière les autres, on ne va pas les définir selon leur couleur, mais suivant leur numéro d'index dans le tableau des couleurs. L'avantage de ce procédé, bien qu'on soit limité à un certain nombre de couleurs maximum par image, si l'image contient 500 pixels, elle sera contenue au maximum dans 500 octets, en mémoire. Ça permet de réduire drastiquement la taille du fichier. Mais à l'époque où les liaisons de communication, on ne parle même pas encore d'internet ou d'IP là, se faisaient uniquement par téléphone avec des modems plutôt lents, chaque octet compte. Il faut donc les économiser le plus possible. Les données brutes d'un fichier GIF sont ensuite passées dans un algorithme de réduction des données numériques, de la compression de données. Il en existe plein, GIF utilise le LZW qui est encore breveté à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que quelques années après on a créé le PNG, meilleur techniquement que le GIF, lui aussi sans perte et sans brevet logiciel au cul, mais ça c'est une autre histoire. Le LZW, vous aurez la description de son fonctionnement en ligne, ce genre d'algorithme c'est assez compliqué, c'est quand même beaucoup de maths. Ça fonctionne un peu comme le zip, il va chercher des données redondantes, qui se répètent, et va les rassembler pour éviter de les répéter. Il y a donc une notion de dictionnaire qui contient toutes les données uniques, et des blocs qui vont contenir la structure du fichier avec les pointeurs vers le dictionnaire. Et la compression se fait bloc après bloc. Tout l'enjeu de ce type d'algorithme est d'optimiser la taille du bloc, la taille du dictionnaire, et la complexité de calcul et de mémoire que cela peut demander pour coder et décoder des données. Bon, ici bien sûr on était en 87 alors c'est ultra light, mais c'est assez efficace. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer ne pas stocker l'intégralité de tous les pixels de l'image, notamment quand il y a des aplats de couleurs, ce qui d'un point de vue numérique veut dire qu'on se retrouve avec un certain nombre de fois avec la même valeur. Et c'est là où ce genre de compression est très efficace. Vu qu'il est taillé pour détecter et simplifier ce genre de cas, la redondance. C'est ce qui fait que le format GIF est un format de compression d'image sans perte. En sortie, on récupérera tous les pixels qu'on a rentrés dedans. Après, si l'opération de passage en 256 couleurs a demandé de détruire l'image au départ, ça c'est pas son problème. C'est aussi pour ça qu'il est illusoire d'espérer zipper un fichier d'image avec plus de couleurs, voire une vidéo. Les données sont beaucoup trop réparties aléatoirement. Vous savez, les questions de signal bruit et compagnie. Dans les couleurs indexées, il existe une couleur spéciale que l'on peut utiliser, c'est en fait un marqueur de transparence, alpha à 100%. Ça veut dire deux choses, que tous les GIFs peuvent être transparents, et que cette transparence est totale, ou alors nulle, opaque. Il n'y a pas de demi-transparence. Encore une fois, on était en 87, c'était déjà assez magique comme ça. On pourrait croire que le GIF est un peu banal pour ne pas dire limité. Mais il y a quelques caractéristiques supplémentaires qui le rendent sympa, et qui l'ont fait vivre beaucoup plus longtemps que son créateur n'aurait pu l'imaginer. Déjà, on peut mettre plusieurs images dedans.
Les images s'empilent les unes sur les autres. Quel intérêt? Eh bien comme ça, il n'y en a pas. Mais chaque image a sa propre palette. Il est donc possible, en jouant avec des images qui contiennent des zones d'alpha, en les empilant toutes ensemble, de bénéficier d'une palette élargie. Le procédé fonctionne bien qu'il soit terriblement buggé sur certains vieux navigateurs, sans compter l'empreinte mémoire dantesque qu'il faut pour afficher ça, à ramener bien sûr aux machines des années 90. Le format GIF 89A, le successeur du 87, ajoute pour chaque image un bloc de données supplémentaire qui va permettre de définir une position temporelle relative à chaque image. Ça permet de faire un GIF animé. Et quelques années plus tard, Netscape a pris en charge le fait de pouvoir le lire en boucle. D'une certaine façon, le GIF est un genre de proto-fichier vidéo que je ne peux pas qualifier complètement de format vidéo vu qu'il n'y a pas de son. Dans certains logiciels, le GIF animé est considéré comme étant une vidéo muette. Bon, je vous ferai pas l'affront de vous faire des démonstrations, on a tous vu et connu des GIFs animés sur le web. Dans les fonctionnalités aussi du GIF, qu'il soit animé ou non, il y avait moyen d'entrelacer des lignes, afin de permettre un affichage partiel du fichier en cours de téléchargement. Oui, car à l'époque, télécharger un petit fichier GIF prenait tellement de temps qu'on laissait la possibilité à l'utilisateur d'annuler le téléchargement en cours. L'entrelacement permettait de pouvoir commencer à regarder le fichier et décider si on voulait continuer le téléchargement ou pas. C'était une autre époque. Je suis passé un peu vite tout à l'heure, mais on va maintenant prendre un peu le temps d'en parler. Comment fabrique-t-on cette palette de couleurs? Il y a plusieurs approches, vous me connaissez. Déjà, on peut remplir à la main les couleurs, facile quand l'image n'en contient pas beaucoup, et surtout ne contient pas de dégradés. Mais à partir du moment où on a une image du réel, avec des couleurs qui sont sur 3 couches à 8 bits par couche, il va falloir casser du bit pour tout faire passer. J'avais déjà un peu parlé de dithering, de tramage, dans ma vidéo sur le bruit. Il existe plusieurs algorithmes, aucun n'est vraiment mauvais ou mieux que les autres, ça dépend beaucoup du contenu. Certains sont basés sur la génération de bruits pseudo-aléatoires, et d'autres sous la forme d'une trame géométrique. Tout l'enjeu va être de choisir une taille de palette suffisamment grande pour arriver à couvrir toutes les couleurs et toutes les variations de dégradés, mais pas trop, au point de créer un fichier trop gros. Et puis parce qu'à l'époque, c'était il y a longtemps, Windows et Mac proposaient une palette spécifique, différente, et compatible avec leur affichage de couleurs limité. Oui, car dans les années 90, il était quasiment impossible d'avoir un écran d'ordinateur capable de représenter correctement et en intégralité 3 couches de 8 bits de couleurs. On était donc limité entre 4 et 65 536 couleurs suivant l'époque. Dans le même délire, on avait aussi des couleurs web, une palette de couleurs spécifiques que les navigateurs s'engageaient à respecter correctement. On pouvait créer des GIFs sur cette palette-là aussi. Mais les temps, bien sûr, ont beaucoup changé. Est-ce que le GIF est encore d'actualité? Eh bien, je dirais surtout que sa place est dans l'histoire. Quand vous manipulez la plupart du temps des animations, que l'on peut qualifier de GIF animé, cela cache parfois de vraies vidéos dans un vrai container avec un vrai codec. Et cela a un triple intérêt. Plus de limitations dans la palette de couleurs, puisqu'il n'y a plus de palette de couleurs, fichier beaucoup plus petit par rapport à sa durée, la compression moderne est beaucoup plus efficace que tout ce qu'on a pu faire avec le GIF animé, et enfin le décodage des fichiers vidéo est pris en charge par la carte graphique directement, ce qui ne peut pas être le cas pour le GIF, on y reviendra bien sûr. Mais vous recroiserez encore des GIFs, on en recroisera toujours. Un dernier mot pour le PNG, il a été la porte de sortie de beaucoup de problématiques de design web, où on voulait à la fois afficher des dégradés propres, ce que permettait le JPEG, et à la fois la transparence de ce que permettait le GIF. Quand le PNG est arrivé au début des années 2000, ça a été un vrai soulagement dans le design web. En conclusion, je dirais qu'il est en effet temps de se dire que le GIF est un format qui est surtout du passé. Mais pour le futur, vous pouvez déjà vous abonner. Je vous vois tous ceux qui regardent les vidéos sans vous abonner. Non, c'est faux, je vois rien du tout. Likez aussi cette vidéo, c'est gentil. Commentez-la, ça serait vraiment sympa. Et si vous avez appris un truc, n'hésitez pas à la partager. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Et pour le reste, bien sûr, Twitter, Discord et compagnie. Chers amis, à très vite pour de nouvelles découvertes sur Media Ex Machina.